quand on parle de régulation de conformité, eh bien, on voit qu'il y a un cycle qui se met en place. Quand on a une nouvelle technologie qui arrive sur le marché, elle est prise par les métiers dans un premier temps, et les métiers essayent de trouver de la valeur et de se rendre compétitifs par rapport à tous leurs compétiteurs. Et il y a un cycle environ de 5 ans à partir du moment où on met de la régulation en place. C'est-à-dire qu'on adopte la technologie très rapidement et ensuite on met de la régulation pour essayer de contrôler, pour qu'il n'y ait pas de déviance, pour qu'il n'y ait pas de déviation par rapport à la bonne utilisation de ces nouvelles technologies. C'est ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on trouve une régulation sur les réseaux sociaux. Et dans le cas de l'intelligence artificielle et des services bancaires, eh bien aujourd'hui, on a des régulations qui se sont mises en place. Donc un cycle de 5 ans avec, par exemple, le dernier en date qui est l'AI Act, qui est sorti en juillet dernier. Et l'AI Act ne sera mis réellement en place, en application, qu'en août 2026. Vous voyez qu'il y a un temps d'adaptation, un temps d'adoption des régulations qui prend quand même du temps, en l'occurrence 2 ans pour nous. Pour ce qui est de la privacy et security, vous avez effectivement DORA, qui est une des régulations qui s'applique au secteur bancaire, sur lequel va revenir Philippe dans quelques instants. Et autant sur l'AI Act, on s'attaque aux données, à la façon dont sont utilisées les données. Et sur la privacy et security, on s'attaque au système. Comment sont gérés ces systèmes pour qu'ils soient résilients et pour qu'il y ait une sorte d'homogénéisation dans tout le secteur bancaire sur l'ensemble de l'Europe. C'est la vocation de l'EIA. Et puis, il y a des régulations qui sont mises en place, comme pour la souveraineté, par exemple, et la souveraineté de construction. On sait qu'aujourd'hui, le problème géopolitique qu'on rencontre, eh bien, il y a un réel problème, par exemple, sur les chipsets, sur les chips. Ils sont tous fabriqués à Taïwan. Est-ce qu'il ne faut pas une souveraineté qui doit être remise en place pour que ces chips soient fabriqués en Europe à partir de maintenant, pour éviter d'avoir justement cette obligation à passer par les pays en Asie pour s'équiper en chipset. Donc on va venir sur DORA, on va parler de DORA parce que c'est réellement le sujet, et ensuite je reviendrai sur l'AI Act avec les particularités de l'AI Act. Je te donne la parole. Ok, avec plaisir. Vous m'entendez bien? Ouais. Ok, super. Donc moi c'est Philippe Charpentier, je suis le directeur technique chez NetApp, et donc je vais vous parler de DORA. Donc DORA, c'est avec mon bel accent anglais, hein, Digital Operational Resiliency Act. Okay. Donc ça veut dire ce que ça veut dire qu'on va apporter de la résilience. Donc qu'est-ce que c'est que DORA? C'est une réglementation européenne. Donc comme le disait Simon, ça prend un peu de temps, hein, donc les premières ébauches de DORA ont commencé en 2020. C'est rentré, ça a été validé en 2023, et la validation, la mise l'exécution autour de DORA est attendue pour, est-ce que quelqu'un connaît la date, non? Le 17 janvier 2025. C'est dans 4 mois tout court, exactement. Donc si vous n'avez pas envisagé de regarder un peu ce que c'est que DORA, vous êtes un peu en retard. Mais bon, donc heureusement on est là, on va pouvoir vous aider. Ok, donc qu'est-ce que c'est que DORA? C'est un ensemble de réglementations pour s'assurer que la transformation digitale qui a lieu dans le milieu financier, elle soit de plus en plus sécurisée et de moins en moins risquée. Okay, donc il y a un certain nombre de pans qui sont étudiés, donc il y a à peu près 120 pages dans le document, avec des dizaines et des dizaines d'articles. Et dans ces articles, il va y avoir des articles autour de la résilience de la donnée, évidemment, mais aussi autour du risque lié à l'informatique. Certes, de votre informatique, mais aussi, c'est un peu un point critique de DORA, de l'informatique de vos fournisseurs. Okay, c'est-à-dire que vos fournisseurs sont également impactés par DORA. Il y a un autre axe aussi sur DORA qui est justement la communication en termes d'incidents critiques et donc tous les processus à mettre en œuvre pour gérer la gouvernance d'une faille, d'une fuite de données, etc. Okay. Donc, ok, on l'a dit, c'est dans 4 mois. Maintenant, quels sont les risques si on ne le met pas en place? Il y en a quand même quelques-uns. La première chose, c'est que DORA pointe très clairement la direction d'entreprise comme étant responsable de la mise en place de DORA. Okay, donc s'il y a un problème et que ça n'a pas été mis en place, forcément c'est la direction d'entreprise qui va être impactée, donc qui peut être poursuivie en justice. Et le deuxième, c'est que DORA quantifie les types des pénalités, les types d'amendes qu'on peut avoir si on n'est pas compliant. Donc on parle de 1% du chiffre d'affaires journalier en type d'amende donc quand on brasse des milliards, forcément ça fait tout de suite des gros montants. Alors on peut se demander est-ce qu'on va être impacté ou pas, hein, quand on regarde les autres régulations, est-ce qu'il y a vraiment un risque? Si on revient un an en arrière,
vous avez une petite société qui s'appelle Meta, hein, qui s'est pris une petite remontrance de 1,2 milliard sur du RGPD. Donc pareil, même type de régulation, mais sur la donnée personnelle. Et ça faisait suite à 500 millions l'année d'avant. Okay, donc ça peut très vite chiffrer très vite. Et donc l'idée, c'est vraiment que nous, en tant que fournisseurs de données, d'infrastructures de données intelligentes, on soit en mesure de vous accompagner pour mettre en œuvre les différents articles de Dora. Donc là, je vais avoir moins de 10 minutes, donc du coup, je vais aller très vite sur certains articles, mais je vais juste quand même me focaliser sur 2-3 articles pour que vous voyez un petit peu comment l'infrastructure finalement réussit à mettre en œuvre un certain nombre d'initiatives autour de Dora et donc de justifier vis-à-vis de l'Union européenne que effectivement vous avez pris les 2 mesures pour être compliant. Donc on va faire next. Voilà, donc j'ai listé juste quelques articles, hein, il y en a quelques-uns. Le premier qui est très important parce qu'il est assez différenciant, c'est l'article 28, donc General Principles, c'est facile. Alors j'ai mis rajouter cloud entre parenthèses, même si ce n'est pas cité. Ce que dit cet article, c'est que, ça tombe du sens, ça tombe sous le sens, c'est qu'il faut prévoir ce qu'on appelle une exit stratégie. C'est-à-dire que si j'ai commencé à travailler avec ce qu'ils appellent un ICT, donc un fournisseur, eh ben je dois pouvoir sortir très vite au cas où il y a un problème majeur sur ce fournisseur. Donc, évidemment, ce n'est pas cité, mais si vous êtes chez AWS, chez Google ou chez Azure, ce qui aujourd'hui la plupart des organismes financiers le sont, eh bien, il faut que vous prévoyiez cette exit stratégie. NetApp, en tant qu'acteur majeur de gestion de la donnée, a travaillé depuis maintenant 5-6 ans avec l'ensemble de ses fournisseurs pour fournir immédiatement les mécanismes de réplication de données, de disaster recovery, pour rapatrier la donnée soit on-prem, soit vers un autre cloud provider en cas de faillite, en cas de défaillance majeure d'un des cloud providers. Donc, l'infrastructure, encore une fois, sur ce point-là, est extrêmement importante. Le deuxième, protection et prévention. Donc là, c'est vraiment autour de tout ce qui est la qualité de la donnée, les risques liés à la donnée, mais aussi les défaillances en termes d'administration, de management ou la sécurisation de la donnée elle-même. Donc là-dessus, on va avoir énormément de solutions également en termes d'infrastructure de la donnée. Par exemple, pour tout ce qui est administration, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un opérateur, quand un hacker va vouloir être malveillant sur votre environnement, il va essayer de gagner des permissions, hein, donc de prendre des droits d'administration sur vos systèmes. Et donc, dès qu'il va commencer à gagner ces droits d'administration, il va commencer à faire pas mal de choses malveillantes, notamment détruire vos données, les copier ailleurs et potentiellement demander une rançon par rapport aux données qu'il a récupérées et ensuite chiffrer votre existant pour arrêter votre prod. Dans ce cas-là, nous, on a un mécanisme très simple qui s'appelle du multi-admin verification qui permet pour les opérations critiques de demander à ce qu'un deuxième administrateur valide l'opération. Donc, avant que je détruise des données, par exemple, je vais demander à ce qu'il y ait 2 administrateurs qui valident. Okay, c'est quelque chose d'assez simple, mais qu'on met en place systématiquement et qui valide ce critère de Dora. Un autre critère très simple, c'est l'encryption de la donnée. Okay, évidemment, on va être en mesure d'encrypter la donnée de bout en bout sur nos infrastructures, mais également au niveau de l'applicatif. Enfin, on va avoir également un certain nombre de données autour de la détection des intrusions potentielles. Okay, donc, quand on gère l'infrastructure, on est en mesure de regarder qui fait quoi sur cette infrastructure, notamment qui écrit beaucoup, donc chiffre de la donnée, ou qui lit beaucoup, vole de la donnée. Okay, typiquement, lorsqu'on va détecter des comportements dits anormaux, on va potentiellement copier la donnée pour en faire une sauvegarde entre guillemets immuable, okay, qu'on ne peut pas modifier, et donc s'assurer que l'attaquant, même s'il rend le système inopérable, on est en mesure de revenir en arrière. Mais on va également pouvoir bloquer, par exemple, les adresses IP qui sont en train de faire cette attaque. Okay, évidemment, on va greffer ce type d'outils, ce type de mécanisme avec les outils qui sont présents chez Dassault pour fournir du reporting et fournir des contre-attaques par rapport à ce qui pourrait se passer sur les systèmes. Okay, donc ça, c'est vraiment très simple. On regarde le comportement normal de la bête, des utilisateurs, et par rapport, alors on va dire que c'est de l'IA, hein, mais évidemment c'est ça, on analyse le comportement pendant 1 mois, 2 mois, et à partir de là, on est en mesure de dire qu'il y a un comportement anormal et le bloquer. Donc ça, c'est tout ce qui est détection. Response and recovery, je vais passer un petit peu, mais en gros, c'est beaucoup de mise en place de processus. Donc là, évidemment, nous, on a documenté énormément de solutions autour des processus NetApp pour sécuriser la donnée et s'assurer qu'on est conforme avec Dora.
Mais le dernier point, l'article 12, là, c'est sur celui-ci que je vais insister, parce qu'on parle beaucoup, hein, comme je vous l'ai dit, DORA, c'est tout ce qui est resiliency, operational resiliency. Eh bien, l'idée, c'est de pouvoir avoir sa donnée disponible dans plusieurs endroits avec des mécanismes de réplication, de continuité de service, de disaster recovery ou tout simplement de backup. Okay, et évidemment, NetApp, comme acteur majeur en termes de gestion de la donnée, on fournit toutes ces solutions natives. Donc aujourd'hui, on doit avoir au moins une dizaine de projets en parallèle, en ce moment même, sur des entités financières, exclusivement pour s'assurer qu'il y ait cette fameuse deuxième ou troisième copie disponible dans le cadre de la régulation DORA. Donc c'est vraiment, on est au niveau de l'infrastructure, mais on est également un élément majeur pour être conforme à DORA et à l'ensemble de ces régulations, pour qu'encore une fois, vous puissiez montrer aux régulateurs que vous avez pris les démarches et que vous êtes conforme à DORA. Voilà. Donc, c'était en accéléré, très rapide, mais évidemment, on est en mesure de vous accompagner, de vous aider. On a des équipes de professional services qui sont là, qui sont spécialisées là-dessus et qui peuvent vous aider à mettre en place tous ces processus. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie et je vais passer donc la parole à Simon qui va vous parler plus spécifiquement de l'AI Act. Alors vous l'avez compris, l'AI Act s'attaque aux données, la façon dont sont utilisées les données. Quand on regarde l'accélération qu'il y a eu sur l'adoption de l'intelligence artificielle dans le monde, avec en plus ChatGPT qui arrive à grands pas, eh bien on s'aperçoit que ces données, aujourd'hui, elles sont utilisées de façon un peu marginale et pas forcément dans les bonnes pratiques. Et l'IA Act va réguler la façon dont sont utilisées les données essentiellement, pour éviter les biais, pour éviter tout ce qui est scoring social, pour éviter tous les risques qu'il peut y avoir. D'ailleurs, le régulateur a classé les risques. Il y a des risques inacceptables, des risques élevés, des risques limités, et ensuite des process IA qui n'ont pas de risque du tout. Et en classant les risques, on va pouvoir adopter des technologies et adopter une posture par rapport aux risques qu'on est en train de couvrir. Donc on essaye d'homogénéiser en Europe, et d'ailleurs d'autres pays comme le Brésil par exemple nous copient l'Europe sur les principaux principes de l'AI Act. Donc en fait on va procéder exactement de la même façon que pour DORA. On va regarder ce qu'on s'est apporté en termes de technologie pour apporter des réponses à certains problèmes posés par l'AI Act. Il n'y a pas de technologie qui va couvrir l'ensemble des problèmes, mais en revanche, la technologie va pouvoir résoudre certains problèmes. Le problème du record keeping et des logs. On ne sait pas réguler et on ne sait pas auditer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc il va falloir mettre en place des solutions pour faire du log généré automatiquement pour qu'un auditeur derrière, ou que même l'entreprise qui utilise les services d'AI puisse savoir ce qui s'est réellement passé. Des logs sur l'accès à la donnée, des logs sur le type de données, des logs sur les risques qui portent sur les données. Et on a effectivement des technologies qui vont permettre de classifier les données, savoir quelles sont les données à caractère personnel et autres types de données pour pouvoir avoir une réponse et pour pouvoir surtout manager les solutions correctement, parce que sinon on n'a pas de visibilité. Le deuxième sujet, c'est la transparence sur les données. Et là, on a une technologie qui s'appelle BlueXP Classification, qui va permettre effectivement de classifier les données et de s'assurer qu'elles sont protégées au mieux et qu'elles ne s'échappent pas et qu'elles soient gérées sous forme de data master management. En fait, elles soient uniquement à un seul endroit, parce qu'à partir du moment où elles sont réparties dans l'entreprise, ça devient encore plus difficile à les gérer. C'est ce qu'on va apporter. Ensuite, la visibilité sur les infrastructures. On a des solutions qui permettent de calculer le risque qu'on peut avoir sur les infrastructures globalement. Où est-ce qu'il y a des risques sur l'infrastructure en elle-même? On parlait de DORA, mais ça en fait partie aussi côté IA. Et puis sur la cybersécurité, je ne vais pas m'apesantir dessus puisque Philippe en a parlé. Tout ce qui est protection, détection de comportements malveillants, rémédiation est inclus dans nos technologies, dans ce qu'on appelle nos data services. Et puis le dernier point, une plateforme, la notion de plateforme intelligente qui permet de gérer la donnée, comme je le disais, de façon homogène sur tous les environnements, que ce soit le cloud ou sur le on-prem. Une façon unique de gérer les données, ça permet de mettre en place de l'automatisation, par exemple, et on va parler de l'automatisation avec Sébastien. Je te donne la main, parce que c'est effectivement quelque chose qu'on a mis en œuvre ensemble avec Outscale. Merci Simon, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez, c'est bon? Merci. Donc moi, Sébastien Delotier, je suis chez Outscale. On travaille avec NetApp
pour la mise en place d'une business experience sur tout ce qui va être automatisation de la gestion de conformité. Donc on vise le bout en bout, hein, c'est-à-dire on n'est pas juste sur les niveaux composants, on est vraiment sur la gouvernance complète, la traçabilité vers les différents référentiels, pour s'assurer que s'il y a une non-conformité, on saura la tracer et automatiser le reporting vers les autorités compétentes. Vous voyez qu'on ne se limite pas uniquement à DORA ou l'IA Act, hein. On est en capacité de gérer d'autres types de référentiels. D'ailleurs, un des objectifs, c'est aussi de mutualiser le coût des contrôles. Si vous avez des contrôles liés à l'ISO 27001, il y a des choses qui sont très similaires dans DORA, donc vous allez pouvoir réduire le coût global de gestion de conformité de l'ensemble de ces référentiels. La particularité de ce qu'on propose en Business Experience, c'est de s'appuyer sur la 3D Experience plateforme de Dassault Systèmes, évidemment, qui repose sur le cloud Outscale, donc permettant d'assurer la confidentialité et la souveraineté, puisque dans l'ensemble de cette gestion des référentiels, évidemment, il y a des données confidentielles en elles-mêmes. Quelles sont les mesures de sécurité que vous avez mises en place? Qui sont les gens qui administrent? Bref, c'est également une ouverture d'une surface d'attaque si on connaît ces informations. DORA, c'est pour la finance. L'ensemble des référentiels qu'on traite sont visés vers des clients du secteur public, de la santé, des opérateurs d'importance vitale également. Donc on ne s'attache pas que au secteur financier, c'est vraiment les secteurs qui vont être critiques sur la gestion de la donnée et sur des référentiels qui leur sont appliqués. Je vais mettre une petite vidéo. Donc si on revient sur DORA, ce qu'a présenté Philippe, c'est notamment la capacité des composants en étape à détecter des intrusions. Une fois qu'on a détecté cette intrusion, ça va être un incident à gérer de bout en bout. Donc tout ça va s'interfacer avec notre système côté Business Experience Outscale pour identifier l'incident, le catégoriser, le classifier, puisqu'il faut savoir si c'est un incident mineur ou majeur par rapport à la réglementation DORA. Et, in fine, automatiser également son processus de traitement et le reporting automatique, puisque pour DORA, en incident majeur, on va avoir 24 heures pour faire le rapport préliminaire d'incident vers l'autorité bancaire, que ce soit l'autorité européenne ou l'autorité nationale. Donc c'est extrêmement court. Si vous n'automatisez pas, vous aurez les plus grandes difficultés à gérer un incident qui arrive le dimanche matin et qui a fait tomber votre système. Je vais repasser la main à Philippe pour la conclusion. Merci Sébastien. Donc voilà, donc l'idée c'était de vraiment faire un tour d'horizon très rapide autour de DORA, de l'AI Act, des solutions qu'on met en œuvre, nous en interne, mais également avec nos partenaires pour réussir à répondre à ces obligations. Encore une fois, c'est dans 4 mois. Je pense qu'on va avoir des grosses surprises parce que on travaille nous d'arrache-pied pour que nos clients puissent mettre en œuvre leurs solutions dans le temps imparti, mais on a beaucoup de clients qui n'ont pas fait la démarche encore. Et on va se retrouver avec beaucoup de situations assez critiques à gérer. Donc voilà. Donc si vous êtes en retard, vous pouvez nous solliciter. On sait comment faire et on sait faire ça vite. Voilà, c'est un peu le message. Donc venez nous voir et après on sera en mesure de vous aider comme vous voulez. Alors, je vous remercie en tout cas.